bulletin sur Fraternité FM. Dans le titre de ce bulletin de l'information, c'est une information qui fait la une de l'actualité internationale depuis quelques jours. Il s'agit de l'attaque du Venezuela par le président américain Donald Trump. Le président vénézuélien et son épouse ont été kidnappés samedi dernier par l'armée américaine lors d'un assaut nocturne. Quel impact cette nouvelle tension peut-elle avoir sur la géopolitique nationale, mondiale? Question posée à Abdias Kodjo Orisha, le spécialiste des relations internationales, va livrer son analyse dans ce bulletin d'information. Et puis en Guinée, le colonel Claude Pivi, ancien chef de la sécurité présidentielle, est mort ce mardi 6 janvier 2026, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Après le massacre du 28 septembre 2009, il a été détenu dans une prison de haute sécurité. Vous aurez les précisions dans la page Afrique. À suivre d'autres informations. Bienvenue à chacun et à tous. Nouvelle tension, nouvel épisode de tension sur la scène internationale. Les États-Unis ont dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 une opération militaire au Venezuela aboutissant à l'arrestation du président Nicolás Maduro. Une opération qui a immédiatement provoqué une onde de choc à Caracas et bien au-delà. Washington accuse le régime chaviste de dérive autoritaire, d'atteinte aux libertés et de manque de transparence électorale. Caracas, de son côté, dénonce une politique d'ingérence permanente et une volonté de contrôle de ses ressources stratégiques, notamment le pétrole. Mais concrètement, quelles sont les causes politiques, idéologiques et diplomatiques à l'origine de cette crise? Abdias Kodjo Orisha est un spécialiste des questions de relations internationales. Il répond. Il faut savoir déjà que ce sont deux systèmes qui s'affrontent. Au niveau des États-Unis, c'est un système libéral au niveau de l'économie, un système démocratique au niveau de la gestion administrative et politique. Au niveau du Venezuela, quand bien même qu'on obtient une certaine démocratie dans le pays, le système idéologique qui est appliqué est un système socialiste qu'on nomme le chavisme. C'est ça qui est en cours dans ce pays. Donc, ce sont deux idéologies politiques qui s'affrontent, mais qu'on observe également sur le terrain économique, puisque le fait que le Venezuela a une approche socialiste en matière de gestion économique fait qu'il y a une certaine contamination de ce mode de gestion-là au niveau de l'Amérique latine. Ainsi, le Venezuela qui concentre l'une des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, on parle de 20% des réserves de pétrole au monde, et qui partage cette manne-là avec pas mal de pays en Amérique latine. C'est le programme Petro-Caribe. C'est un programme qui permet à des États en Amérique latine de pouvoir acheter du pétrole à bas coût au Venezuela. À la même occasion, cette coopération-là fait que ces États-là adoptent dans une certaine mesure les politiques ou l'idéologie, le chavisme qu'on observe au niveau du Venezuela. Et ça ressemble à peu près au modèle politique et idéologique qu'on observe également à Cuba. Lors de sa première audience lundi 5 janvier, le président vénézuélien s'est dit innocent et a plaidé non coupable des accusations de trafic de drogue retenues contre lui. Désormais, les États-Unis contrôlent les réserves de pétrole du Venezuela d'une valeur estimée à 18 682 milliards de dollars. Et selon les observateurs, cette action des États-Unis pourrait avoir des répercussions sur la stabilité régionale et les équilibres géopolitiques mondiaux. Même son de cloche chez le spécialiste des relations internationales Abdias Kodjo Orisha. Puisque le Venezuela dispose de 1% des réserves prouvées de pétrole, c'est Nicolás Maduro qui a été enlevé, le système demeure encore, mais au cas où l'appareil politique vénézuélien décidait de coopérer avec les États-Unis, ça veut dire désormais que les États-Unis, en plus d'être les premiers producteurs mondiaux de pétrole, contrôlent désormais 20% de réserves prouvées de pétrole, ce qui est très intéressant parce que ça permet d'avoir la même mise sur l'ensemble de la géopolitique du pétrole. Et il faut dire que à la base, le pétrole produit au Venezuela ne peut être raffiné que dans quelques pays, notamment les États-Unis. C'est du pétrole extrêmement lourd. Donc, la plupart des raffineries des États-Unis ont été construites pour ce type de pétrole-là. Et le pétrole américain lui-même est raffiné ailleurs. C'est pour ça que des gens comme Dangote ont pu avoir accès à ce marché-là. Le pétrole américain est par exemple raffiné au Nigeria. Mettre la main sur cette manne-là permet aux États-Unis de disposer du pétrole juste à côté qui peuvent raffiner eux-mêmes et utiliser. Mais globalement, ils ont du pétrole à leur niveau qui peuvent exploiter sans beaucoup trop de soucis. Et parallèlement, ils contrôlent l'approvisionnement d'autres États comme la Chine qui dépendent de ce pétrole-là.
Élection législative communale du 11 janvier 2026 au Bénin. Plus de 90 000 agents électoraux mobilisés par la Sénat selon les données rendues publiques par l'institution elle-même. On dénombre 81 points focaux communaux chargés de la coordination au niveau des communes à l'échelon inférieur 571. Un coordonnateur d'arrondissement ou de zone assure la supervision locale appuyée par 2284 assistants coordonnateurs d'arrondissement ou de zone. Ces acteurs jouent un rôle clé dans l'organisation matérielle et le suivi opérationnel du processus électoral. Le contingent le plus important reste celui des membres de postes de vote qui s'élèvent à 86 750 personnes et qui sont directement impliqués dans le déroulement du vote dans les centres et postes de vote. À travers cette forte mobilisation, la Sénat réaffirme son engagement à conduire des élections conformes aux standards démocratiques en misant sur une organisation rigoureuse et une présence humaine suffisante à tous les niveaux du processus électoral. Et parlant justement de ces scrutins, la Sénat vient de rendre publique la liste des 86 750 membres de postes de vote retenus. Une liste consultable sur la plateforme e-recrutement.sena.bj/liste agent MPV. Autre volet de l'actualité, dans ce bulletin de l'information en lutte contre le terrorisme au Bénin, l'armée enregistre une importante victoire. Les soldats béninois ont neutralisé 45 terroristes entre octobre et décembre 2025. Ceci dans le cadre de l'opération Mirador. D'après des sources militaires, le dernier trimestre de l'année 2025 a été marqué par une montée en puissance des unités engagées infligeant de lourdes défaites aux terroristes. Ces actions ont permis de perturber les réseaux actifs et de réduire leur marge de manœuvre, notamment dans les zones frontalières du nord du pays. Du matériel logistique et des armes ont été par ailleurs récupérés. Une autre d'éducation, le registre de collecte des données, des dossiers des candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2026 est officiellement ouvert depuis ce lundi 5 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération qui prendra fin le 2 février prochain se déroule normalement dans plusieurs établissements secondaires publics sillonnés à Parakou. Au CG au Kidam, par exemple, le directeur de l'établissement confirme le démarrage effectif de la collecte des dossiers des candidats dans son établissement. Selon lui, les services administratifs sont pleinement mobilisés afin d'assurer une réception rigoureuse et conforme des différentes pièces exigées. Léon Chaffa, directeur du CG au Kidam de Parakou. L'ouverture de l'inscription. En ce qui concerne le BPC, cette ouverture vient d'être transcrite et par la note officielle, l'arrêté qui nous vient donc du ministère. Je pense que l'ouverture de l'inscription, c'est du 5 janvier 2026. Et cela s'achève autour donc de février. Donc à partir du 2 février 2026, s'achève l'inscription pour le BPC. Nous avons encore un petit délai pour pouvoir parfaire. Donc on ne doit pas s'atteler vivement à commencer par enquiquiner ou bien trop mettre la pression ou la répression au niveau des apprenants. Cette veille des devoirs, on pouvait les laisser parce que c'est vrai, les pièces maîtresses au niveau du BPC, c'est surtout l'acte de naissance. Et c'est ce qu'on criait donc depuis septembre 2025. Attention, acte de naissance, acte de naissance. Mais quel que soit alpha, c'est que quelle que soit la pièce aujourd'hui, nous, on prend la pièce donnée par l'apprenant et s'il y a des pièces manquantes, on fait faire la notification, la décharge avant de les convoyer au niveau de la direction départementale. En termes de collecte à notre niveau, c'est surtout ce qui nous préoccupe au niveau des apprenants, c'est les actes de naissance. Parce que les autres pièces, il n'y a pas de problème sur place, ça se délivre tel que les certificats de scolarité, ça là, c'est pas un problème. Donc, en matière d'actes de naissance ou bien de pièces de dossiers à collecter auprès des apprenants, je pense que ça va avec beaucoup de renommée. Et on peut évaluer jusqu'à cette date. D'ailleurs, même, on a commencé vivement donc depuis le 5 janvier 2026. Et à ce jour, 6 janvier 2026, on doit tourner quand même autour de 40% de collecte de dossiers. Les difficultés, au nombre de cette difficulté, c'est la grande pièce, c'est l'acte de naissance.
où certains apprenants jusque-là ne se sont pas fait établir l'acte de naissance depuis la dimension primaire. Et jusqu'en 4e, déjà, on les a rappelés, faites édifier vos actes de naissance. Mais il y a quelques rares, bien donc 2 ou 3, qui jusque-là, thème clair, à l'heure actuelle, là, ne disposent pas d'un acte de naissance. Dans cette perspective, au niveau de ceux qui restent pour établir les actes de naissance, les parents doivent diligenter leur démarche à l'endroit des autorités territoriales pour que cette pièce, parce que l'inscription commence par ce qui est précis au niveau de l'acte de naissance. S'intéresse à présent à l'actualité hors des frontières béninoises. Anissé Dimadja, bonjour. Bonjour Masourat. En Guinée, le colonel Claude Pivi, condamné pour le massacre du 28 septembre 2009, est mort. Le parquet général a annoncé mardi 6 janvier 2026 dans la soirée le décès du colonel Claude Pivi, ancien bras droit du capitaine Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte qui a dirigé la Guinée entre décembre 2008 et décembre 2009. Il avait été condamné à la perpétuité après le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry où des opposants s'étaient réunis pour dénoncer une éventuelle candidature du capitaine à l'élection présidentielle en 2010. Le colonel Pivi s'était évadé de prison juste après sa condamnation lors d'une opération spectaculaire armée le 4 novembre 2023 qui a aussi occasionné l'évasion de plusieurs autres accusés dont son ancien patron Moussa Dadis Camara. Il avait été arrêté au Libéria puis extradé vers la Guinée le 17 septembre 2024 après plusieurs mois de cavale. Coup d'État déjoué au Burkina Faso, le gouvernement brise enfin le silence. Le gouvernement s'est exprimé sur la dernière tentative de coup d'État déjouée samedi 3 janvier 2026. Dans une interview diffusée sur la télévision publique, le ministre de la Sécurité a expliqué que les auteurs de cette tentative avaient prévu l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et de plusieurs personnalités militaires civiles. D'après le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana du Burkina Faso, l'opération de déstabilisation était prévue pour le samedi 3 janvier à 23h et impliquait une série d'assassinats de personnalités militaires et civiles, en commençant par la neutralisation du camarade et capitaine Ibrahim Traoré, je cite. Après cette action devait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre par des forces extérieures. Fin de citation, poursuit-il dans son communiqué. C'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi.